Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et de quoi? Des gros billets. Et aujourd'hui, je vais faire un épisode spécial. Je vais me faire défoncer, je le sais, à contre-courant du Bye Bye Patron. Je vais vous faire un épisode sur les joies, les bonheurs et en quoi c'est vraiment un bon choix d'avoir le statut de salarié ou de fonctionnaire et qu'être indépendant, c'est la pire décision que vous puissiez prendre. Alors je sais, ça va être totalement à charge, ça va être totalement à contre-courant. Sur ce podcast, j'ai déjà eu des entrepreneurs, des investisseurs, des personnes qui avaient réussi, qui employaient beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, je me suis dit, voilà, on va sortir de l'idéologie. En fait, il y a deux idéologies. Je sais pas si pour ceux qui ont lu par exemple le livre Votre empire dans votre sac à dos. Stan Leloup, il montre assez bien en fait. Il y a l'idéologie, on va dire dominante. Par exemple, ça peut être ici, la plupart des gens deviennent salariés. Mais après, il y a une contre-idéologie qui se crée, qui est en fait, oui, être entrepreneur, ça va régler tous vos problèmes, ça va vous rendre heureux. Et cette contre-idéologie, en fait, elle devient, on va dire, majoritaire dans certains cercles ou dans certaines franges de la population. Et donc moi, j'ai décidé de créer une contre-idéologie, on va dire, sur pourquoi être salarié ou pourquoi être fonctionnaire, c'est un bon choix. Ça va être un épisode totalement à charge, il y aura aucune nuance. Je suis pas là pour ça, je suis pas en cours de philo ou de français à devoir faire la thèse, antithèse, synthèse. Aujourd'hui, on va charger à fond juste sur pourquoi être salarié ou fonctionnaire, c'est le meilleur choix que vous puissiez faire. Avant de démarrer, j'espère que vous avez apprécié l'épisode avec Johan de Invest in Budapest. Visiblement, Johan, il a eu pas mal de retours et il est revenu vers moi par rapport aux personnes qui l'ont contacté. Et du coup, j'ai une annonce à vous faire. Johan, il a proposé qu'on fasse un événement à Budapest. Alors, j'ai regardé vite fait avec lui, je pense, c'est vraiment, on est aux prémices, hein. On en est juste là. En gros, Johan a proposé de faire un événement à Budapest, de nous fournir gracieusement l'hébergement et la salle. Donc c'est vrai que là, je suis en train d'organiser un autre événement. Je sais que c'est vraiment une grosse partie du budget. Donc Johan, il le prendrait totalement à sa charge parce que, je vous l'avais présenté dans l'épisode. Il a un hôtel flambant neuf là où j'avais mis dans les liens de l'épisode précédent. Vous pouvez aller dessus voir. C'est un super bon hôtel, un peu luxueux comme ça et un peu, je sais pas comment dire, cosy. Donc ça a l'air vraiment bien. Johan, il a proposé qu'on fasse un événement à Budapest. J'en ai reparlé avec lui, j'ai fait une story Insta, j'ai eu 32 personnes sur Insta qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées. Alors je sais très bien que sur les 32, il y aura pas tout le monde qui viendra, ça se trouve il y aura d'autres personnes. Mais voilà, si c'est quelque chose qui vous branche, donc un événement IMO à Budapest pour réseauter, pour aller voir les chantiers de Johan, écrivez-moi donc soit sur Instagram bye bye patron, soit par email info@byebyepatron.net. Là, je suis en train d'organiser, comme vous le savez, un événement à Colmar et il est plein. Ça y est, il est plein. Ça a mis du temps. J'avoue que ça a été une petite frustration de voir que toutes les places ne partaient pas en une minute, comme sur certains événements de podcasters qui sont plus expérimentés et qui ont une audience qui est plus grande. Mais l'événement, il est plein. Je suis ravi que ce soit plein. Même si ça se trouve, je vais devoir dormir sur un clic-clac avec Michel dans le salon. Mais c'est comme ça, c'est la rançon de la gloire, on va dire. Donc si vous voulez partir, donc pour celui de Colmar, c'est trop tard. Sauf si vous êtes d'Alsace ou de juste à côté. Là, vous pouvez me contacter pour passer simplement. Mais il y a plus d'hébergement. Pour donc l'événement de Budapest, ce serait, je pense, on va regarder pour faire ça fin août, début septembre. Et à mon avis, il faudra compter un budget de hors vol, parce que les vols, si vous avez un low cost ou pas, ça change un peu tout. Mais je pense qu'il faudra compter un budget d'environ 300-400 euros pour les repas, les activités, etc. Si ça vous branche, info@byebyepatron.net ou sinon, directement sur Instagram, bye bye patron. Deuxième point avant de démarrer, avec Michel, donc pour l'épisode anniversaire c'était il y a un mois maintenant, on avait fait un tirage au sort on avait fait un jeu concours. Si vous vouliez qu'on débarque chez vous, Michel et moi, pour un jour, on pouvait, il fallait donc nous envoyer un message et puis partager l'épisode. On a fait le tirage au sort, c'est Aurore à Lyon qui a gagné. Donc on va aller chez elle, je pense que ce sera courant juin pour voir où elle en est et puis pour discuter avec elle des projets, du futur, etc. Donc félicitations à toi Aurore, on a hâte de débarquer à Lyon et je sais que j'ai une bonne petite communauté à Lyon, j'en profiterai pour qu'on se voit. Voilà.
On va démarrer, je pense que c'est tout. Je voulais juste vous dire, l'épisode de la semaine dernière, j'ai été mort, comme je vous l'avais dit. J'avais eu un week-end de fou. J'avais enchaîné les mauvaises nouvelles. En fait, c'était pas des mauvaises nouvelles, mais c'était un peu de la frustration. J'avais un appartement que j'essayais à la fois de louer et de vendre parce que je savais pas trop quoi en faire. Donc, et bien sûr, je l'avais mis cher en vente parce que c'est un appartement qui a une rentabilité de plus que 10%. Donc, si le garder me coûte rien, il me rapporte de l'argent, donc je vais pas le brader. Donc j'avais mis un prix un peu élevé. Et quand vous mettez un prix un peu élevé, les gens, ils viennent, et il y en a quand même qui sont venus. Donc c'était pas un prix abusé parce qu'il y a quand même eu des visites, mais vous faites que vous faire tailler parce que vous dites, moi, je serais enfin, dans mon livre, négocier un bien immobilier, cette technique pour gagner des dizaines de milliers d'euros. Je dis très bien que quand vous êtes face à un particulier, il faut pas descendre son appartement. Il y a aucune raison qu'on passe un mauvais moment, mais tout le monde n'avait visiblement pas lu ce livre. Et, euh, et les gens, pareil, ils m'ont dit, ouais, c'est trop cher, mais j'ai pas reçu d'offre. Donc ça veut dire que ils osent pas faire des offres basses, des offres de bâtard, comme on le dit. Voilà, si l'appartement, franchement, c'est un appartement, il tient la route. Il a toujours été loué, je l'ai toujours loué en un jour, quand j'ai fait des visites. Il est rentable, même au prix où j'avais indiqué, on dépassait, on va dire, l'autofinancement. C'était peut-être une renta de, allez, 7%. Je le vendais peut-être à une renta de 7%. Enfin, on dépassait l'autofinancement. Sur le papier, en tout cas. Dans les faits, c'était peut-être différent. Bref, et du coup, c'était un moment très désagréable à passer d'avoir toutes ces visites avec les gens qui étaient pas trop sympathiques. J'ai eu une personne qui était très 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 sympathique, mais voilà, elle voulait faire une contre-visite et puis après, en fait, elle a changé d'avis. J'avais dû régler plein de trucs par rapport à la contre-visite parce qu'elle pouvait que la faire le jeudi. Enfin, c'est les joies de l'immobilier. J'ai trouvé un locataire, il est éligible à la garantie Visale, il est en CDI, il travaille. Le monde est beau, j'ai fait repeindre l'appartement ce week-end et normalement, j'aurai un appartement tout propre à lui donner la semaine, quand vous écouterez en fait ce podcast, parce que là j'enregistre samedi 16 avril. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, on s'en fout un peu de cet appartement, c'est que le week-end dernier, il a été horrible. Je pense que ça s'entendait dans l'intro de mon podcast de la semaine précédente, que j'étais mort. J'avais eu 30-40 visites, j'avais eu que de la frustration, de la frustration, de la frustration. Et en fait, j'avais aussi un Airbnb, j'ai viré mes concierges, du coup, je devais m'en occuper moi-même, etc. Et en fait, cette semaine, en tout cas, tout a l'air de s'être réglé. Un de mes appartements, j'ai fait signer un bail à distance. J'avais fait visiter par FaceTime l'appartement à une personne qui avait le Covid, qui habitait à Dijon, donc c'était à 200-300 km de l'appartement. Voilà, elle a signé mon bail à distance. Franchement, c'est pratique. Ça coûte un peu plus que 20 euros. Et vous n'avez pas besoin d'imprimer le bail. Vous avez un bail qui tient la route et que vous pouvez faire signer à distance. Quoi d'autre? L'autre appartement que je voulais vendre, j'ai trouvé un locataire. Normalement, il va signer la semaine prochaine le bail. Et j'avais un Airbnb qui s'était libéré. J'avais viré les concierges. Et je savais pas trop comment faire parce que moi, j'ai toujours eu un concierge et en fait, c'était un peu un cercle vicieux. J'ai que deux LCD. Pourquoi? Parce que j'ai toujours eu des concierges un peu foireux. Mais là, j'avais plus de concierge du tout. Donc, je pensais m'en occuper moi. Et il s'avère que sur Instagram, via une story où j'avais posé une question, à quoi est-ce qu'il faut prêter attention quand on veut faire une annonce Airbnb? J'ai une conciergerie qui a l'air super, super bien, qui m'a contacté et qui m'a dit, dans ta ville, on vient d'ouvrir notre conciergerie. Ils sont déjà allés dans l'appartement, on a tout fait ça à distance et j'ai l'impression que ça va bien se passer. Ils ont l'air super pro et d'ailleurs, ils seront là au week-end d'Imo. Ils vont passer nous voir. Donc voilà, on va attaquer avec l'épisode du jour. Merci de ne pas me jeter des pierres à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à réagir, à revenir vers moi. Mais je pensais que c'était important de traiter ce sujet de pourquoi être salarié ou fonctionnaire. C'est la meilleure idée du monde. Alors je vous ai dit, l'épisode du jour, il sera totalement à charge, totalement à contre-courant, mais il fallait bien que quelqu'un s'en occupe. Donc je voulais faire cet épisode parce qu'on peut lire partout sur les réseaux, on peut entendre dans les médias que le fait d'être entrepreneur, c'est ça qui va vous rendre heureux dans la vie, que si vous avez une vie misérable de salarié, c'est justement parce que vous êtes salarié que vous êtes misérable. Et être
à l'inverse, entrepreneur va vous apporter une plénitude absolue. Le problème, c'est que moi, dans ma vie personnelle, toutes les personnes les plus malheureuses du monde que j'ai vues, c'était des entrepreneurs. Donc, je me suis posé la question, mais attends, d'un côté, on nous vend que l'entrepreneuriat, c'est génial, et de l'autre, j'ai des gens qui se plaignent tout le temps, presque qui pleurent quand ils me parlent de leur boulot et qui sont entrepreneurs. Donc, il y a peut-être une vérité plus nuancée. Comme tout le monde fonce à balle dans être entrepreneur, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial, et ben moi, je vais faire l'épisode être salarié, c'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Donc, vous comprendrez bien que l'épisode, il est totalement à charge et mon podcast n'a pas changé de nom. Il s'appelle toujours Bye Bye Patron et forcément, il est dans le but d'être libre en fait, de se libérer. Ça peut être des chaînes de son patron, mais ça peut être aussi surtout pourquoi est-ce qu'on est enchaîné à son patron. Souvent, c'est parce qu'on n'a pas pris les bonnes décisions, notamment financières, ou alors pas encore. Donc en fait, on se sent piégé dans son métier parce qu'on a besoin de l'argent que ce métier nous rapporte. Voilà. Et en plus, en ce moment, je relis L'autoroute du millionnaire. Ce livre, il est vraiment, vraiment excellent. C'est vraiment l'autoroute du millionnaire. C'est pas la petite route. Il vous apprend comment faire des gros billets rapidement et c'est aussi dans l'esprit de ce podcast, de tous les épisodes sauf celui-là. Donc voilà. Aujourd'hui, ce sera pas bye bye patron, ce sera welcome patron, welcome boss. Est-ce que je peux vous faire un café? Donc, premier point, le statut. Le problème qui existe quand on pense au salariat, c'est qu'on pense à, par exemple, je sais pas, à la secrétaire qui a son bureau et qui se fait hurler dessus ou du maçon qui travaille dur à porter dans le froid des sacs de ciment. Et à l'inverse, quand on pense entrepreneur, on pense qui? On pense Elon Musk, on pense Bill Gates, on pense Bernard Arnault, mais on pense pas par exemple, à la personne qui fait le ménage dans nos Airbnb ou à l'agriculteur qui est producteur de lait. Donc, en fait, quand on regarde, c'est dans les chiffres, la plupart des entrepreneurs, je crois que c'est 4 entrepreneurs sur 10 qui ont en fait une micro-entreprise. Donc, c'est pas des multinationales et forcément, ça a pas la même aura. Donc, le premier point, c'est que le statut, il faut vraiment regarder le statut de façon équilibrée et c'est pas si vous allez devenir entrepreneur demain, vous n'allez pas être forcément Elon Musk. Et si vous êtes salarié, vous n'êtes pas forcément le stagiaire à qui on jette de la bouffe comme ça dans un coin pour qu'il mange entre deux dossiers. Il y a plein d'emplois salariés ou fonctionnaires. Parfois, je vais dire salarié, mais en fait, je penserais souvent salarié ou fonctionnaire parce que on va dire que c'est un peu la même catégorie d'emploi où vous êtes payé tous les mois et où normalement votre statut, vos revenus sont plus stables. Il y a plein d'emplois ultra intéressants. Donc là, j'ai réfléchi vite fait. Je me suis dit, il y a le chef d'état-major des armées en ce moment, c'est un fonctionnaire. Les pilotes d'avion, quand je voyage, c'est des fonctionnaires. Les présentateurs télé, Dominique Chapat sur M6, eh ben c'est un salarié. Voilà, je viens de dire, je pense que les pilotes d'avion, c'était des fonctionnaires. Non, c'est des salariés. Et voilà, il y a des métiers hyper intéressants et à très, très, très haute responsabilité qui, en fait, sont des métiers de fonctionnaires ou de salariés. Donc ça, c'est le point numéro 1. Le statut ne veut pas dire, en fait, quel est votre emploi. Numéro 2, les revenus. Alors, généralement, quand on parle des entrepreneurs, voilà, ils sont mieux payés, et ça, c'est dans les faits, vous pouvez checker, et surtout dès lors qu'on enlève les micro-entrepreneurs, eh ben, micro-entreprise, auto-entreprise, voilà, on va faire... même si maintenant ça s'appelle micro-entreprise, parfois on a tendance à garder l'ancien terme, mais dès lors qu'on les enlève, parce que les micro-entrepreneurs, alors il y en a dont c'est le métier à plein temps, il y en a c'est plutôt des tests où ils vont essayer une activité secondaire. Forcément, ça va pas, c'est pas toujours, c'est à la fois représentatif et non. Si c'est votre métier à plein temps, c'est représentatif. C'est juste un test. Moi, il y a plusieurs années, à un moment, j'avais essayé de faire un petit truc. Je m'étais inscrit en tant que auto-entrepreneur à l'époque. Et ben, voilà, ça avait rien donné. J'avais fermé l'auto-entreprise et c'est réglé. Donc, les revenus. Les indépendants gagnent plus, je vous apprends rien, que les salariés en moyenne. Et en plus, les entrepreneurs, ils ont souvent des revenus multiples. Ils ont des revenus, ça peut être des dividendes, leur salaire. En fait, leur salaire veut pas dire grand-chose. Plus, ils peuvent, en fait, ils ont l'augmentation de la valeur de leur société. C'est une société qui peut se revendre, c'est pas toujours le cas. Si en fait votre société c'est juste vos services, si vous êtes, je sais pas moi,
si en fait elle est propre, si vous êtes youtubeur par exemple, je suis pas sûr que ça se revende bien parce qu'en fait c'est lié à votre image et si demain vous êtes plus là, ben votre chaîne YouTube elle vaut en tout cas beaucoup beaucoup moins. Donc quand on est entrepreneur, on gagne mieux sa vie et puis en plus ben voilà, il y a des choses qu'on paye pas, on peut mettre une partie des frais sur la société, mais quand on est salarié, voilà, il y a salarié et salarié. Quand on a fait des études, alors forcément tout le monde n'a pas fait des études, mais en France il y a quand même beaucoup beaucoup de gens qui ont fait des études. Alors si on regarde le salaire, si vous tapez salaire le salaire pour être heureux ou quelque chose comme ça sur Google, on sait que c'est environ aux alentours de 70 000 euros par an, donc 5 800 euros par mois. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup, beaucoup trop. Il y a des personnes pour qui c'est pas assez, mais on va se baser sur les études. 5 800 euros par mois, c'est le salaire qui maximise votre niveau de bonheur. Et ce salaire, il est quand même atteignable. Alors, c'est pas tous les salariés qui sont payés comme ça, mais si vous avez fait des études, si vous êtes professeur en fin de carrière, si vous êtes expert comptable salarié, notaire salarié, médecin à l'hôpital, c'est tout à fait des salaires qui sont atteignables. Et des personnes qui ont ce genre de profession, il y en a à qui ça va très bien. Par exemple, des experts comptables ou des médecins qui sont salariés, il y en a qui font ça toute leur vie et qui décident jamais de se lancer à leur compte. Donc c'est que d'un côté, ils y trouvent justement leur compte. Donc les revenus, forcément, quand on est indépendant, déjà c'est pas tout le monde, mais on peut gagner beaucoup beaucoup mieux sa vie. Mais quand on est salarié, si on a fait des études, et faire des études, c'est pas forcément quelque chose qui est si exceptionnel que ça en France. Je veux dire, il y a beaucoup beaucoup de gens qui les font, elles sont gratuites, et donc on peut prétendre à, je sais pas, au bout de 10 ans, si on est dans un secteur qui paye bien, forcément il y a des secteurs qui payent mieux que d'autres, et ben à avoir ce niveau de revenu qui maximise votre niveau de bonheur. Et ça, c'est sans votre conjoint. Par exemple, si votre conjoint, c'est très courant qu'on rencontre son conjoint pendant ses études ou pendant son emploi, donc s'il fait à peu près le même métier que vous, si vous êtes à deux avec les 2 fois 5 800 euros, en général, on s'en sort pas trop mal. On va pas au ski à Courchevel 3 mois par an, mais on arrive à manger de la viande au moins une fois par semaine. Donc voilà, les revenus, effectivement, les entrepreneurs peuvent mieux gagner leur vie, mais les salariés également. Ils peuvent avoir un niveau qui est tout à fait convenable. Et on en arrive au point numéro 3. On peut très 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 bien gagner sa vie en tant que salarié. Et ouais, au-delà des 50 ou 100 000 euros qui conviennent par an, je parle, qui conviendraient à beaucoup de personnes, il y a des métiers qui sont salariés et qui sont très très bien payés. Je connais une personne qui est salariée qui gagne 25 000 euros par mois. J'ai vu son contrat de travail parce il me l'avait montré pour que je le relise. Il gagne 25 000 euros par mois. Il y a alors c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde, mais voilà. Si vous partez à l'étranger, c'est des pays aussi qui peuvent être plus facilement atteignables. J'ai regardé, il y a 99 pilotes Air France qui touchent plus que 300 000 euros par an. 300 000 euros par an commence à être pas mal. Les footballeurs de Ligue 1, alors ok, c'est pas tout le monde, mais ils gagnent en moyenne 100 000 euros par mois. Je parle pas des gérants des sociétés cotées. Souvent, les sociétés cotées, c'est pas leur founder, c'est pas Elon Musk qui a d'ailleurs, il a pas fondé Tesla, donc, mais je veux dire, c'est pas le fondateur, souvent, on va dire Bernard Arnault, qui est le directeur général. Donc, c'est souvent, ouais, on dit directeur général, ça dépend au président du directoire. Mais pour les sociétés cotées, c'est souvent, en fait, donc, on appelle ça PDG, mais on va dire des dirigeants qui sont salariés. Et eux, par exemple, Carlos Tavares, le président du directoire de Stellantis, anciennement Peugeot, il a gagné 9,5 millions d'euros en 2021. Alors forcément, c'est pas tout le monde, mais tout le monde n'est pas Elon Musk non plus. Je veux dire, c'est pas tout le monde n'a pas des sociétés qui crachent des 10 millions d'euros de salaire par an. Donc voilà, il y a des métiers salariés qui sont super bien payés. Et ok, c'est l'exception, mais c'est aussi l'exception chez les entrepreneurs. Point numéro 4, la liberté. Alors on dit souvent que les entrepreneurs, ils sont plus libres. Effectivement, si vous devez aller visiter un bien immobilier à 10h30 le mardi, ça va être plus simple si vous êtes entrepreneur que si vous êtes salarié. Et notamment si vous êtes salarié avec des gros niveaux de revenus, comme on l'a vu avec Carlos Tavares, et ben forcément, vous avez sûrement un emploi du temps qui est très chargé. Donc, d'un côté, les entrepreneurs, ils peuvent être plus libres, comme on le dit, mais de l'autre, ils ont d'autres contraintes. Déjà,
j'ai regardé les chiffres, un entrepreneur en général, il travaille 10 heures de plus par semaine qu'un salarié et il prend 6 jours de congé en moins. Donc, niveau liberté, on n'est pas au top top. Alors, ce qui peut arriver, forcément, mais c'est pas tout le temps, c'est que comme on est entrepreneur, qu'on a choisi, on va dire, la branche d'activité dans laquelle on exerce, eh ben, c'est un métier qui nous plaît et on y passe du temps. Alors ça, c'est bien dans la théorie, mais dans les faits, même si vous avez choisi votre métier, parfois, il y a des trucs que vous n'avez pas envie de faire. Et donc, si vous les faites plus longtemps, je suis pas sûr que ça maximise votre bonheur. On parle souvent d'immobilier. J'ai un ami qui a qui est dans la rénovation de plein d'immeubles. Je pense qu'il y a des fois, il aimerait bien avoir ses 10 heures pour avoir du temps libre plutôt que gérer le mec qui vient pour le gaz pour la 3e fois parce qu'il y a toujours pas de gaz. Donc déjà, il y a ça. Il y a en fait une deuxième donc la liberté, on va dire, elle peut exister dans certains cas, mais très souvent en fait, du fait de toutes vos responsabilités, eh ben le fait d'être entrepreneur, il va en fait vous brider dans votre liberté. Déjà, vous n'allez pas pouvoir partir en vacances quand vous voulez parce que peut-être qu'il y a un gros chantier qui est en cours. Ensuite, voilà, quand vous êtes en vacances, vous allez toujours vous poser la question où est-ce que ça en est ma boîte, parce que non seulement quand on est en vacances et quand on est salarié, on est payé, mais quand on est entrepreneur, on n'est pas payé et en plus on dépense de l'argent en vacances et peut-être qu'on doit encore payer un remplaçant. Donc la liberté de l'entrepreneur, elle peut être réelle dans certains cas, mais elle apporte d'autres contraintes. C'est pareil, un salarié, ok, on va dire selon la loi, il y a un lien de subordination entre l'employeur et le salarié. Ça, c'est la théorie aussi. Il y a des métiers. Si vous êtes le seul plombier salarié à 300 km à la ronde, croyez-moi que vous allez avoir de la liberté avec votre patron, que vous allez pouvoir lui dire ce que vous voulez, parce que sinon, il a plus de plombier. Donc, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que, en fait, dans tous les métiers, on a toujours des contraintes, que ce soit, donc ça peut être son employeur, c'est pour ça que mon podcast s'appelle Bye Bye Patron, mais ça peut être un gros client. Si demain, vous avez une boîte, vous lancez une boîte, et je sais pas, admettons que vous lancez une boîte, vous êtes designer pour des sites web, et qu'il y a, je sais pas, Amazon qui vous fait une commande à 150 000 euros par an, et que vous êtes tout seul, et ben en fait, Amazon, ils vont prendre le pouvoir sur vous. Si c'est pas un gros client, ça peut être un gros fournisseur. Si vous êtes à votre compte pour que vous construisez des maisons, par exemple, eh ben ça peut être votre fournisseur de carrelage. En ce moment, il y a plus de matériaux. Il peut vous faire chanter, ne pas vous livrer, et puis les autres fournisseurs, ils auront pas non plus les matériaux. Donc en fait, vous serez obligé de vous plier à lui. Ça peut être aussi, bien sûr, en France, tout ce qui est les joies des prélèvements sociaux que vous allez devoir payer. Eh ben forcément, ils ont un pouvoir sur vous, vu qu'ils ils vous ponctionnent des sommes astronomiques chaque mois ou chaque trimestre ou en fin d'année. Eh ben tout ça, ça va être une contrainte en fait. Et donc pareil, payer les salaires tous les mois. Vous sentez pas libre de la même façon si vous n'avez pas à payer des salaires que si vous avez quoi qu'il arrive, il faut que je rentre 20 000 euros par mois pour payer les salaires. Donc la liberté. Et le dernier point alors moi je suis pas vraiment là-dedans, mais je suis sûr que ça compte à fond, c'est si on a des enfants, si on a par exemple, si on est une femme et qu'on a une grossesse qui est un peu problématique, où on a des pathologies, où on doit rester allongé, où on peut pas travailler, eh ben vous êtes beaucoup plus libre en tant que salarié de pouvoir justement vous reposer à ce moment-là. Pareil, quand vos enfants ils sont malades, eh ben peut-être que c'est beaucoup plus simple quand vous êtes salarié de vous libérer parce qu'il y a des congés spéciaux et tout pour les enfants malades, que alors ça dépend des pays forcément, mais que si on est entrepreneur et que le boulot il doit être fait, quoi qu'il arrive, si vous êtes peintre et que vous avez dit, ben voilà, ça sera fini à la fin de la semaine, vous pouvez pas aller dire au gars qui doit emménager la semaine suivante, bah écoutez, j'ai pas peint parce que mon fils était malade, il en aura rien à foutre. Donc voilà, les clients parfois ils peuvent être plus exigeants que des patrons et surtout il y a pas la même protection juridique entre le statut du salarié est quand même assez protégé en France, parfois certains diraient trop, mais au moins quand on est salarié, ben on a le bénéfice justement de ça. Le point numéro 5, faire ce qu'on aime. Alors quand on est entrepreneur, en fait on a l'impression, selon moi, que voilà, on a choisi sa voie, on a choisi sa boîte, on a monté sa boîte dans ce sens. Mais en fait, un jour, ben moi, voilà, vous savez, je suis consultant en finance. Parfois, je vois des fondateurs de sociétés très très grosses,
la plus grosse société avec laquelle j'ai travaillé, elle avait 600 000 employés. Et donc moi, je parlais avec le directeur général de cette société, le directeur financier, et je voyais qu'en fait, ils étaient au courant de problématiques hyper précises par exemple, de comptabilité ou de finance, alors qu'en fait, c'était pas leur métier. Leur métier, c'était de mettre à disposition du personnel. Et eux, en fait, ils étaient au courant de ça. Et quand je me suis rendu compte du niveau de détail auquel ils avaient dû aller pour, en fait, des formalités, on va dire que c'est des formalités administratives, même si c'est un peu plus que ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. En fait, ils font pas leur métier. Ils font pas le métier de la boîte. Ce qu'ils font, c'est en gros être des super administrateurs, ou je sais pas vraiment comment on peut le dire, mais ils ont vraiment ils ont vraiment, en fait, des contraintes, et quand on est entrepreneur, quoi qu'il arrive, on va devoir s'occuper de la compta, même si on la sous-traite, on va devoir quand même s'en occuper d'une manière ou d'une autre, faire les factures, etc. Enfin, on doit faire de l'administration, on doit s'occuper du personnel, alors je pense qu'on a tous été baignés un peu dans le monde, ouais, avoir des salariés, on voit un peu le PDG comme ça qui gère tout le monde. Mais en fait, avoir du personnel, très souvent, c'est pas du tout agréable. C'est vraiment une grosse contrainte. Il faut gérer justement les multiples absences dont on parlait avant. Il faut gérer les démissions, le recrutement, le burn-out, le board-out quand les gens ils s'ennuient trop. Donc tout ça, en fait, quand vous êtes PDG, vous allez ou enfin entrepreneur, vous allez devoir gérer tout ce qui est l'administration. Vous allez devoir gérer tout ce qui est la gestion du personnel, la compta, les finances, et bien sûr le plus important, la vente. Quoi qu'on fasse comme métier, en fait, il faut savoir se vendre. Si vous êtes écrivain, il faut savoir vendre votre livre. Si vous avez une société je sais pas, de taillage de haies, ben voilà, il faut vous faire connaître, pour qu'ensuite vous puissiez vendre vos services. Donc la vente, c'est hyper important pour quasiment toutes les sociétés du monde. Et euh, en fait, c'est le propre de l'entrepreneur de s'en occuper. Alors que il y a plein de gens qui détestent ça. Il y a plein de gens qui sont un peu réservés ou qui sont vraiment passionnés par un domaine et qui ont pas du tout envie de s'occuper de la vente, de la compta ou de gérer des personnes. Et quand on est salarié, on peut être focus à 100% sur un domaine sans se soucier de tout ça. Si vous voulez, par exemple, construire des satellites, on va dire, vous faites un truc très précis, je sais pas, sur une sonde qui va sur Mars, qui va forer de la roche. Et ben vous, ce que vous voulez faire, c'est justement la petite foreuse qui va analyser les roches. Vous n'avez pas envie de vous occuper de comment la financer. Ça va être le rôle de quelqu'un d'autre. Donc c'est ça, je trouve, qui est vraiment intéressant quand on est à fond dans un domaine. Eh ben on a en fait en tant que salarié, on peut plus s'y atteler que si on est entrepreneur. En ce moment, je regarde la série sur Netflix, la Formula One je suis pas un gros fan de Formule 1, mais c'est hyper bien fait sur justement les coureurs auto. Lewis Hamilton, je crois qu'il gagne, il est salarié, hein, il gagne 43 millions d'euros par an. Bah, lui, il fait pas la compta, hein, ça je vous le dis, hein, où il gère pas, c'est pas lui qui fait la gestion du personnel chez Mercedes. Donc voilà, lui, on lui demande de piloter, de bien piloter, de s'occuper de donner son ressenti sur la voiture, et tout ce qu'il fait en fait concerne ça. Et il fait pas des tâches annexes qui en fait sont loin de son cœur d'activité. Donc voilà. Point numéro 6, investir. Qui dit salarié, en fait, on a vu quoi? Les salariés, ils ont quoi? Des revenus stables et plus de temps. Qu'on le veuille ou non, on a plus de temps, en tout cas, quand on regarde à l'échelle globale. Donc, comme vous avez plus de temps et des revenus stables, c'est beaucoup plus simple pour investir. Dès lors que vous avez fini votre période d'essai, boum, 3 dernières fiches de paye, on peut investir. Et en fait, c'est là où on retombe sur l'idéologie principale du podcast. C'est que si vous avez, et ça va être beaucoup plus simple d'investir avec 3 fiches de paye, sûrement qu'avec même 3 très bons bilans quand vous êtes à votre compte. Donc, quand vous êtes salarié, vous pouvez investir. Et en fait, c'est là où on rejoint tous les autres épisodes du podcast. Je pense que c'est vraiment le point le plus essentiel. C'est que si vous avez bien investi, à la limite, peu importe vos revenus, parce qu'en fait, c'est ça, souvent les salariés, ils se sentent bloqués parce que ils ont une paye qui est faible.
Et vu que leur paye est faible, ils peuvent pas beaucoup épargner. Et du coup, ils sont hyper attachés à leur métier parce que s'ils le perdent, ils n'ont plus d'argent. Vu qu'en fait, ils sont mal payés. Voilà, c'est un peu le patron, il vous tient comme ça. Sauf que si vous avez réussi à dégager de l'argent et à investir, si vous avez par exemple même, je sais pas, 3 locations courte durée qui tournent, qui vous rapportent 500 euros chacune, et ben en fait, vous n'allez pas du tout avoir la même vision de votre emploi et du risque associé. Si vous savez que demain, quand vous partez parce que vous avez investi, admettons que vous avez investi à 25 ans, quand vous avez 40, 45 ans, où là ça commence quand on est salarié, parfois on commence à être un peu moins demandé. Et ben si vous avez, je sais pas, créé pendant ces 20 ans un patrimoine de 500 000 euros qui vous rapporte 3 ou 4 000 euros par mois, et ben c'est complètement différent que si on n'a rien. Donc voilà, investir, vu qu'on a du temps et que les banques, c'est plus simple de lever de la dette, et ben il faut en profiter justement pour investir. Et et du coup, ça va faire. Alors soit, franchement, ça c'est quand même gérable. Par exemple, j'avais interviewé Nicolas de Automatic BNB. Lui, il travaille dans un, je sais plus si c'est un collège ou un lycée, et il a 25 locations courte durée. Donc imaginez juste si vous en avez 4-5 qui vous rapportent 500 euros par mois, et ben en fait ça, voilà, vous êtes tranquille, ça va complètement vous changer la vie et votre vision du salariat parce qu'en fait votre métier il suffira pour lever de la dette et, et au bout d'un moment c'est tout ce qui compte parce que vous allez plus être à quand on commence à avoir des gros investissements qui tournent, on n'est plus à 200 euros d'augmentation près, on est plutôt voilà sur des gros montants et ça va vous permettre ainsi de continuer à faire votre métier que vous aimez, peu importe le salaire à la limite. Alors c'est pas pour ça qu'il faut pas négocier son salaire correctement à l'entrée puis chaque année, mais également vous allez vous sentir moins prisonnier de ce métier et vous allez pouvoir justement aller au travail avec un tout autre état d'esprit et peut-être être plus performant et du coup mieux gravir les échelons, etc. quand vous avez la contrainte de l'argent qui est réglée via l'investissement. Donc en fait tous les autres podcasts que j'ai pu faire sur l'investissement s'appliquent forcément aux salariés. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cet épisode, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui sont salariés et qui ont l'air de pas trop s'en plaindre et qui ont. Donc, voilà. Si vous êtes salarié, ça vous dispense surtout pas d'investir. C'est vous qui êtes dans la situation la plus privilégiée pour le faire. Et donc, faites-le. Et ça vous rendra un grand service. Alors, c'est pas tout de suite, ce sera dans 10 ans ou dans 20 ans. Point numéro 7, changer de secteur d'activité rapidement. Quand on est salarié, je pense, alors forcément on peut en discuter, mais je pense que c'est beaucoup plus facile de changer de secteur d'activité. Voilà, au bout d'un moment, on a peut-être fait le tour dans son métier. Si on a une société qui est spécialisée dans un domaine super spécifique, ça va être très compliqué de la faire basculer vers un autre secteur d'activité. Alors que vous pouvez très bien changer complètement de métier. Soit vous pouvez faire des cours, des cours du soir pour vous reformer, soit vous pouvez faire le même métier. Je sais pas si vous êtes acheteur dans l'industrie, peut-être que vous pouvez devenir acheteur, j'en sais rien moi, dans une cantine ou un truc comme ça. Ou si vous êtes dans la gestion du personnel, si vous êtes DRH, ben vous êtes DRH, je suppose. DRH chez Air France, c'est pas la même chose que DRH chez Louis Vuitton. Donc, vous pouvez changer de secteur d'activité plus facilement. Pareil, si au bout d'un moment, vous en avez vraiment marre de votre métier, vous pouvez le quitter beaucoup plus facilement. Les personnes qui ont des salariés, surtout, elles se sentent un peu obligées et, putain, le mot anglais committed, comment on va dire, voilà, impliquées dans leur la vie de ces salariés, elles disent, ben, grâce à moi, il y a 10 familles qui mangent parce que moi, je les emploie, etc. Je vais pas les lâcher. Et si jamais vous avez des difficultés financières, eh ben, et que vous devez vous séparer de salariés, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très compliqué pour beaucoup de personnes justement, en fait, de laisser quelqu'un sur la touche. Et ça peut être traumatisant pour plusieurs années. Voilà, donc changer de secteur d'activité rapidement, c'est vraiment une opportunité, à mon avis, qui est très intéressante quand on est salarié. Et le 8e point sera le dernier point. En fait, ce sera un podcast un peu plus court. Voilà. De toute façon, ma vie elle est tellement remplie en ce moment, c'est pas si mal si j'ai un podcast un peu plus court. Le 8e point, pour moi, c'est vraiment le plus important. Enfin, ouais, on va dire que c'est un des plus importants. C'est que
on peut accomplir des métiers qui sont complètement impossibles à faire en tant qu'entrepreneur. Alors tout le monde va penser Elon Musk, regardez ce qu'il fait, mais en fait, il y a plein. Pourquoi est-ce qu'on a créé des grosses sociétés et des grosses administrations? C'est parce que seul, on n'arrive pas à faire tout ce qu'on veut. Donc, si voilà, on a parlé d'être pilote de F1 ou pilote d'avion, ça, vous pouvez pas le faire à votre compte comme métier. Il faut faire partie d'une écurie, voilà, et être salarié là-dedans. Pareil, si vous êtes joueur de foot, alors il y a des sportifs, les joueurs de tennis, les joueurs de golf, c'est différent. Mais si vous êtes joueur de foot, vous êtes salarié. Si vous voulez aussi, en fait, tout ce qui est difficilement monnayable, je sais pas si c'est en France, ça monnayable, mais en fait, tous les métiers qui ont pas un lien direct avec l'argent. Pour moi, voilà, si vous êtes, il y a des métiers, on voit tout de suite ce que ça rapporte. Et il y a d'autres métiers, par exemple, si vous voulez être dans la recherche scientifique, si vous voulez être soldat, si vous voulez, ou militaire, je sais pas comment, si vous voulez être chef de train, géologue, conservateur de musée, tout ça, c'est des métiers. Conservateur de musée, vous allez pas pouvoir faire ça à votre compte. Donc, après, il y a des métiers, voilà. Je sais pas si vous voulez être goûteur pour le guide Michelin, si vous voulez soigner des animaux. Tout ça, c'est des métiers qui sont quasiment impossibles à faire en tant qu'indépendant ou d'avoir une société, on va dire, à taille jusqu'à moins de 1000 personnes qui tournent, en fait. Donc, et si vous gérez 1000 personnes, vous aurez plus le temps de faire le métier de base. Donc, voilà, il y a plein de métiers qu'on peut pas faire en tant qu'entrepreneur et qui sont hyper, hyper intéressants. Et donc, si vous voulez faire ces métiers, vous allez devoir être salarié. Et c'est comme ça, pareil, si vous voulez être, par exemple, magistrat ou tout ce qui est un peu lié au pouvoir régalien de l'État, ça, c'est un métier qui est intéressant et je pense dans lequel on a beaucoup de satisfaction, même s'il y a beaucoup de responsabilités. Vous n'allez pas être magistrat indépendant, vous n'allez pas faire la loi dans la rue. Donc, tous ces métiers, voilà, ils sont impossibles à faire en tant qu'indépendant. Et on en arrive à la conclusion de cet épisode. Voilà, je vous aurais pris même pas 40 minutes cette semaine. La conclusion de cet épisode, c'est qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le statut, c'est pas être entrepreneur ou salarié. Ce qui compte, c'est le métier que vous exercez. Et comment est-ce qu'on arrive à exercer un métier qu'on aime? Alors, soit on a eu de la chance dès le départ, on a été bon dans un domaine, on a réussi ses études dans le domaine, soit ce qui est super utile, c'est d'avoir des investissements qui tournent et qui vous rapportent de l'argent à côté. Et comme ça, vous pouvez tenter de changer de voie si votre voie ne vous convient pas, de revenir en arrière, de repartir peut-être en bas de l'échelle dans un nouveau métier. Voilà, vous pouvez tenter plein de choses. Et quand on est salarié, c'est plus simple de les tenter. Et donc, pourquoi? Parce que si on arrive à avoir, en fait, la combinaison entre le fait d'être salarié, toutes les protections juridiques qui y sont associées, et des revenus à côté, ça vous empêche pas du tout d'être investisseur, voire même d'avoir un side business. Alors bon, du coup, là, ce serait un peu hors de propos pour l'épisode, mais vous pourrez très bien avoir une activité à part qui vous ramène aussi des petits revenus et du coup, pouvoir exercer le métier que vous voulez. Si vous êtes, je sais pas, dans tout ce qui est social, souvent, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais peut-être que c'est là-dedans que vous vous accomplissez. Si vous avez réussi à avoir des investissements qui tournent avant et qui vous permettent d'avoir un niveau de vie que vous jugez satisfaisant, grâce à ces investissements, ensuite, vous pouvez avoir une vie de salarié épanoui. Donc, ce qui compte, c'est pas être entrepreneur ou non. Pareil, il y a des métiers, on peut que les faire en étant entrepreneur. On peut pas être salarié pour ça. Je disais, joueurs de tennis, par exemple. À mon avis, ils sont tous à leur compte. Il n'y a pas de joueur de tennis qui est salarié. Donc voilà, le plus important, c'est le métier, ce à quoi on passe 8 heures ou 10 heures par jour et d'être pleinement épanoui là-dedans. Voilà, je finis l'épisode là-dessus. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager si vous avez des gens qui sont salariés, qui se sentent un peu déprimés ou s'il y a des personnes qui se posent la question, peut-être que cet épisode répondra à certaines de leurs questions. On se retrouve très bientôt avec un nouvel épisode. Je vous souhaite une bonne semaine. Et n'oubliez pas, si le concept de la retraite à 65 ans vous paraît peu tentant, même si vous êtes salarié, pensez à multiplier les investissements. Bye bye.